L'histoire d'aujourd'hui démarre en Inde. Imagine-toi un bidonville d'une des plus grandes villes de l'Inde dans les années 60. On parle donc d'une température moyenne autour des 30 degrés dans une ville avoisinant les 20 millions d'habitants. Pour comparer à Paris, il y a seulement 2,5 millions d'habitants. Dans le bidonville où il grandit avec sa famille, il est en cohabitation avec beaucoup de monde, beaucoup trop de monde. Il raconte que chaque matin, tu te lèves et tu partages des toilettes avec 40 personnes. Oui, ça en fait du monde pour des chiens. Ça, c'est le point de départ et quotidien de notre entrepreneur du jour. Laisse-moi te présenter l'incroyable histoire de Rizwan Sajjan, un des plus gros entrepreneurs indiens qui a fait fortune dans l'immobilier à Dubaï. Premier chapitre, Mumbai 1963. Tu l'auras compris, notre Rizwan, il part de loin. Un jour, le destin de sa famille va basculer. Avec un coup de chance et grâce à son père, c'est la première pierre à l'édifice d'un grand changement de vie qui les attend. Son papa va remporter une belle somme d'argent à une sorte de loterie nationale du gouvernement. Et ça, c'est le ticket d'or pour quitter cet environnement difficile des bidonvilles. Ils vont pouvoir passer à un petit studio avec un toit, mais aussi, comme tu l'as deviné, leur propre chiotte. Tu imagines le changement en termes de confort de vie déjà? Rizwan décrit lui-même ce moment de sa vie comme un puissant déclic sur l'importance de posséder un chez-soi. Malgré cette évolution de confort, leurs conditions de vie restent assez compliquées. Son père, travaillant comme superviseur dans une usine sidérurgique, et gagnait environ 7000 roupies par mois. Il se débrouillait seul pour tenir la maison et payer les frais de scolarité. Cela équivaut à un budget de 80 € par mois. Pour nourrir, loger et scolariser une famille de 4, pas si simple. Chaque centime comptait. Alors, au lieu de dépenser 17 centimes pour les transports scolaires, Rizwan a fait le choix de marcher 8 km pour se rendre à l'école. Comme ça, il pouvait garder cet argent pour ses repas à la cantine. Il pouvait se faire plaisir en s'achetant des samosas plutôt que de mendier de l'argent à ses amis qui avaient des parents plus aisés financièrement. Il raconte que très tôt, il comprit la précarité que leur famille vivait. Pour aider sa famille et commencer à générer de l'argent, vers 12 ans, il va passer un deal avec son père. Un prêt avec intérêt. Malgré sa réticence initiale face à l'âge de Rizwan, son père a fini par lui prêter les 1000 roupies qu'il demandait. Et c'est là que démarre son voyage dans le monde du business. Avec les 1000 roupies de son père, il fonce. Il va acheter des livres et de la papeterie au marché de la gare. Puis il les revend à ses amis pour faire un petit profit. Il va ensuite commencer à vendre des pétards et livrer lui-même du lait. Malheureusement, un jour, en heurtant un rocher, il est tombé de son vélo et a renversé son stock de lait. Pour tenter de compenser cette perte et cette catastrophe, il va diluer le restant de lait qu'il avait avec de l'eau. Mais ses clients s'en rendent compte et le dénoncent à son patron. Son patron le licencie sur le champ. À seulement 16 ans, la vie lui présente un autre obstacle. Son père décède au travail, laissant une femme et ses 3 enfants derrière lui. D'un coup, Rizwan devient le pilier de la famille du fait qu'il soit l'aîné des 3 enfants. Et les 7000 roupies que son père rapportait chaque mois n'existaient désormais plus. L'entreprise de son père lui propose un poste à 2000 roupies et une indemnisation pour la mort de son père de 3000 roupies. Il accepte la proposition car il n'a pas vraiment de choix et il a une vie à continuer de financer. Mais avant, avec 7000 roupies, il avait déjà du mal à joindre les deux bouts. Ce n'est donc pas avec 5000 roupies que la famille allait vivre. Alors, pendant que ses amis s'amusent et profitent de leur adolescence, Rizwan, lui, travaille à mi-temps après l'école pour tenter de subvenir aux besoins de sa famille. Hors de question pour lui d'abandonner. Chapitre 2, le déclic business. À 18 ans, en 1981, son oncle lui propose une opportunité professionnelle au Koweït et pour la première fois, la chance lui sourit. Lui qui pensait que son oncle n'était pas une bonne personne car il l'avait appelé lorsqu'il avait 16 ans pour tenter d'obtenir un job, mais celui-ci a refusé dû à son jeune âge. Il s'en est d'ailleurs voulu de penser ainsi et a secrètement prié pour que son oncle le pardonne. Grâce à son travail acharné, il est parvenu à se faire remarquer et à décrocher une offre de 1500 dirhams des Émirats Arabes Unis, ce qui équivaut à environ 380 €. Il dormait à même le sol dans une pièce où 12 autres personnes logeaient déjà. La nuit, en se rendant aux toilettes, les gens lui marchaient dessus. Malgré ça, il n'a rien lâché. Pendant 8 ans, il a continué de travailler durement. Il est passé d'un salaire d'un simple stagiaire au salaire d'un directeur commercial. Il est même devenu l'une des personnes la mieux payée de son entreprise. Chapitre 3, la retombée du succès. Mais le succès fut de courte durée. En 1990, le Koweït est envahi par l'Irak.
il a décidé tout de même d'en profiter pour se faire de l'argent en vendant du pétrole sur la route, mais également aider les gens à envoyer des télégrammes directement à Bagdad. Il a aussi conduit du Koweït à Bassoura pour envoyer toujours des télégrammes. Ces services lui ont permis de récupérer de l'argent avant de rentrer à Mumbai pour retrouver un nouvel emploi. Il se décide donc à appeler un de ses amis qui habitait à Dubaï et son ami lui a décroché un poste dans une entreprise de courtage de matériaux de construction. On lui promet alors un salaire de 3000 dirhams des Émirats Arabes Unis. Mais finalement, lors de la signature du contrat, il obtient seulement la moitié du salaire promis. Forcément, il est déçu. Mais la flamme de l'entrepreneuriat en lui ne s'est pas éteinte. Il décide donc d'y travailler et de rester 1 an seulement dans cette entreprise. Pendant ce temps, le Koweït a été libéré de l'emprise de Saddam Hussein et de ses troupes qui avaient pris la fuite vers l'Irak. Étant donné qu'il y avait vécu pendant 8 ans, il connaissait bien les locaux du pays. Le pays avait été délaissé dans un piteux état avec un aéroport et un port entièrement détruit. Le pays nécessitait donc des matériaux à acheter et Dubaï était le point de contact privilégié. Au cours de l'année durant laquelle il travaillait à Dubaï, il a réussi à gagner 100 000 dirhams rien qu'en commission. Il se disait que s'il était si bien payé, c'est qu'il était performant et a donc voulu prendre le risque de monter son entreprise avec les économies qu'il avait. Surtout qu'un jour, lors d'une opération de courtage, il a eu un litige client sur une expédition qu'il avait négociée. L'acheteur n'était pas satisfait de la qualité des panneaux de fibre à densité qu'il avait commandés car certains de ces panneaux utilisés pour la construction étaient couverts de poussière et de champignons. L'acheteur était furieux et l'a convoqué au port. Il lui criait dessus le traitant de tous les noms. Le souci, c'est que le fournisseur lui refusait de reprendre le produit. Il se retrouvait du coup bloqué avec ce produit défectueux. Rizwan a appelé le fournisseur et négocié un accord pour le convaincre de pouvoir récupérer les panneaux défectueux et de les vendre pour le fournisseur si celui-ci remboursait son client. C'était donc un de ces déclics qui l'ont poussé à créer sa propre société. Il a pris les panneaux, les a mis dans son entrepôt, les a nettoyés et les a vendus pour 20% de plus que le prix initial. C'est vraiment ça qui a fait le déclic. Chapitre 4, Danube. Le début du succès. C'est donc en 1993 qu'il décide de créer sa propre société. C'est ainsi qu'est né Danube. Il s'agit d'abord d'une petite entreprise de négoce avec quelques centaines de dirhams seulement. Le soutien de sa femme Samira, un petit budget et une bonne dose d'énergie vont lui suffire pour lancer sa boîte. D'ailleurs, sa femme est sa première employée. Il démarre par du courtage uniquement parce que c'est quelque chose qu'il connaît bien. Il a tout de suite commencé à gagner de l'argent qui lui permettait suffisamment de vivre décemment. Et au fil des années, bien qu'il n'avait pas non plus beaucoup d'argent, il a vite gagné en crédibilité auprès de ses fournisseurs. Il en a contacté un afin de lui demander un prêt de 25 000 $ de matériel. Il voulait mettre son nom dessus et une fois le matériel vendu, il allait rendre l'argent à l'entreprise. En tant que courtier, il allait en plus obtenir une commission s'il ramenait une personne dans l'entreprise et ses ventes lui ramenaient 2% de commission en plus de deal initial. En tant que formateur, il pouvait même obtenir une commission allant de 10 à 15%. C'est donc ainsi qu'il a obtenu de l'argent, puis allé voir des banques dans l'espoir d'obtenir un prêt. Les Émirats Arabes Unis, qui contrôlaient les banques à l'époque, lui ont octroyé ce prêt. C'est ainsi que Rizwan, au fur et à mesure de sa croissance et de la levée de la dette, a su atteindre le niveau supérieur avec son entreprise. La chance a beaucoup joué dans son succès. Il l'avoue d'ailleurs ouvertement que sa femme est son porte-bonheur et qu'il a obtenu beaucoup de chance. Que chaque jour, il tente de la rendre heureuse et que sans elle, il ne serait sûrement pas l'homme qu'il est aujourd'hui. En plus de sa femme, il était au bon endroit, au bon moment. Dubaï se développait et son entreprise également. Il saisissait chacune des opportunités. Elles lui ont permis d'atteindre le sommet. Chapitre 5, l'explosion de son business. Avec son entreprise en croissance et une étude du marché local, il a fait un constat. À Dubaï, près de 90% des expatriés louaient des appartements. Beaucoup d'entre eux, même après y avoir vécu longtemps, n'avaient pas assez d'argent pour acheter sur place. La plupart avaient juste un salaire et les banques ne prêtaient pas non plus énormément à l'époque. C'est là que Rizwan a eu une idée de génie. Pour acheter un logement, les clients versaient un acompte puis 1% du total chaque mois pendant la construction du bâtiment. Quand le bâtiment était à 60% achevé, les banques finançaient les 40% restants. Un plan gagnant-gagnant à la fois pour l'acheteur et pour la banque. C'est ainsi que le plan 1% a vu le jour. Un rêve qui devient réalité pour ces milliers d'expatriés à Dubaï. Grâce à ce plan, ils peuvent passer de simples locataires à propriétaires facilement. Les studios sont estimés à un tarif entre 500 000 et 600 000 dirhams, ce qui s'avère à l'époque être un tarif très accessible à Dubaï. Gros coup de boost et de promotion du coup pour Danube, son business. Le plan des 1% cartonne.
Les gens se bousculaient, séduits par cette nouvelle façon de payer. Il n'était même pas capable de prendre tous les clients. En plus, avec ses 30 ans dans la construction, Rizwan a su facilement gagner la confiance des banques. Attendre des validations de la banque sans fin, stresser avec des taux d'intérêt changeants, c'est fini pour les clients. Le plan 1% n'était pas juste un coup de marketing de génie, c'est devenu l'ADN de son entreprise qui est Danube Properties. Rizwan souhaitait également s'implanter dans d'autres secteurs. Dubaï attirait de plus en plus de personnes qui voyaient cette ville comme une résidence secondaire. Rizwan a constaté que bon nombre de ses promoteurs se concentraient sur des villas de luxe, mais qu'ils avaient oublié des populations qui souhaitaient acquérir ces biens dans des zones précises telles que Bourg-Dubaï, Kahraman et Sharjah. Ces zones étaient devenues privées suite à certaines restrictions du gouvernement. C'est pourquoi Danube a décidé de construire pas loin, mais en ajoutant du style et de la modernité pour cette nouvelle population qui souhaitait acheter. C'est que plus tard que Danube s'est ensuite lancé dans le luxe avec Fashions by Danube, en s'ascension à Fashion TV, une télé locale. Fashion se distingue par ses designs exclusifs, spécialement conçus par les designers de Fashion TV. Des conceptions uniques ne pouvant être trouvées nulle part ailleurs à Dubaï. C'est là où il a vraiment mis le paquet. Danube Properties Fashion, c'est le nouveau luxe à Dubaï. Mais on voit bien qu'il s'est lancé plus tard. Un intérieur élégant, une piscine designée sur mesure, une salle de jeu pour les enfants, bref, la totale. Fashions par Danube établissait des standards aussi élevés que le service qu'elle envisageait offrir à ses clients. Une vision humaine au cœur d'une success story. Rizwan ne semble pas oublier ses racines et ne néglige aucunement son côté humain. Il identifie une problématique majeure pour ses ouvriers, la barrière de la langue. D'après ses dires, beaucoup d'entre eux possèdent un potentiel incroyable, mais leur incapacité à communiquer en anglais les limite souvent à des rôles ingrats. Confronté à cette difficulté linguistique, le groupe Danube a pris une initiative intitulée Danube Welfare, celle d'instaurer un programme de formation en anglais et en informatique destiné à ses ouvriers. Le but était de leur offrir des compétences susceptibles de transformer radicalement leur parcours professionnel. Et ce n'est pas tout. Lorsque la crise sanitaire a frappé, bon nombre d'entreprises ont procédé à des licenciements massifs pour réduire leurs coûts. Rizwan, encore une fois, a su se démarquer. À l'encontre de la tendance générale, pas un seul membre du groupe n'a été licencié. Les collaborateurs, dans cette période si précaire et instable, sont revenus au travail avec un engagement redoublé, reconnaissant de la chance qu'ils avaient d'être dans cette entreprise. Et l'année s'est avérée finalement être l'une des plus prospères pour l'entreprise. Danube jusqu'à aujourd'hui. En 2018, Danube a réalisé un chiffre d'affaires de 1,3 milliard de dollars, confirmant sa position de leader sur les marchés du Conseil de coopération des États arabes du Golfe. Ils ont une présence marquée dans des pays tels que les Émirats arabes unis, le Koweït et Oman. Quant à Rizwan, sa fortune est estimée en milliards de dirhams. J'aimerais te partager maintenant les leçons que je tire personnellement de cette histoire extraordinaire. Rizwan attribue son succès à la chance, le fait d'avoir été au bon endroit au bon moment. Pourtant, il a su, selon moi, faire preuve de courage et de grande qualité pour arriver là où il est arrivé. On peut, selon moi, tirer 3 grandes leçons de son histoire. La première leçon, c'est selon moi la résilience. Rizwan a su faire preuve d'une résilience extrême. Malgré les débuts très difficiles de sa situation, il a su faire preuve de courage et prendre la vie à bout de bras pour se sortir de sa situation initiale. La deuxième leçon, c'est passer à l'action quand l'opportunité se présente. Que ce soit pour aller aux Émirats arabes unis, prendre du risque pour les panneaux défectueux et les revendre, Rizwan a su passer à l'action et ne pas hésiter quand des opportunités se sont présentées sur son chemin. La troisième leçon que j'en tire, c'est toujours innover puis scaler sur sa force. Il a su identifier une problématique sur un marché en pleine croissance, l'immobilier dubaïote, et a proposé une innovation pour résoudre une problématique spécifique à un marché. Quand il a vu que son produit marchait, il n'a pas hésité à accélérer et transformer son entreprise en le groupe qu'on connaît aujourd'hui. L'histoire de Rizwan et Danube est plus qu'une simple histoire de résilience, c'est une leçon de vie sur la puissance de la détermination, de l'innovation et du passage à l'action. C'est un rappel que peu importe d'où tu viens, quelle est ta situation initiale, avec une détermination et un petit dosage de chance, tout est possible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve d'ici 2 semaines pour une nouvelle histoire. Allez, ciao!